Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. Très excité de vous faire cet épisode aujourd'hui puisqu'on va parler de l'UFC 322 qui s'est déroulé à New York au Madison Square Garden. C'était ce samedi soir. Franchement, quelle carte de folie. Le main event, c'était Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena. On a eu bien sûr notre Benoît Saint-Denis national qui a combattu et qui a performé. Les amis, on va parler de tout ça dans cet épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à mettre la note de 5 étoiles sur Spotify. Vous faites les 3 petits points, évaluer, et puis ça fait plaisir. Et puis ça permet au podcast de croître. Les amis, on va pouvoir commencer cet épisode. On va d'abord commencer par le combat de Benoît Saint-Denis, puis après on partira du main event jusqu'au combat de Bonnie Cole. Benoît Saint-Denis a performé ce samedi soir. Il affrontait Benil Dariush dans la catégorie des lightweight et il a performé. Comment appeler ça autrement qu'une performance incroyable puisqu'il a mis Benil Dariush KO en seulement, il me semble, 14 secondes. Alors franchement, il n'y a pas grand-chose à dire et en même temps, il y a pas mal de choses à dire. Sur ces 14 secondes, je vais commencer un peu par le négatif. Alors c'est peut-être seulement moi, mais j'ai trouvé Benoît Saint-Denis très très proche de Benil Dariush. Vraiment, il était très très proche. Je me suis dit, vu qu'il a une garde quand même plutôt ouverte, les crochets pouvaient partir. Mais bon, cette remarque, je ne me la suis pas faite pendant très longtemps, puisque le combat n'a pas duré trop longtemps. Mais voilà, j'ai quand même noté que je le trouvais très proche. Le KO survient sur une rupture de contact, mais avant cela, Benil Dariush avait mis des gros low kicks. Des gros low kicks à Benoît Saint-Denis, donc quand même, faut faire attention. Plutôt calf kick, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais vraiment côté mollet. Donc quand même, petite mise en garde. Mais bon, de toute façon, le combat n'a pas duré longtemps. Je vous l'ai dit, seulement 14 secondes. Rupture de clinch. Benil Dariush essaye de mettre un coup de genou en clinch. Sauf que, d'ailleurs, Benoît Saint-Denis avait la tête vraiment baissée sur ce clinch. Il faut faire quand même très attention. Bien sûr, c'est un combat. On ne peut pas être parfait partout. Bien sûr, mais je le note quand même. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que sur le coup de genou, la tête était quand même vachement basse. On aurait pu se retrouver sur le même KO que Brown s'est pris la semaine dernière, pour ceux qui ont vu le combat. Donc quand même, il faut faire attention. En tout cas, il remise sur la rupture avec un bras qui vient sur l'extérieur pour toucher l'oreille de Benil Dariush. Cette crosse met KO Dariush, il est complètement inerte. Alors, Benil Dariush, je pense qu'on est sur une fin de carrière, parce que même si ce coup est censé faire très très mal, de là à tomber KO au bout de 14 secondes de combat, sachant qu'il n'a pris vraiment aucun coup, c'est quand même un peu chaud. D'un autre côté, il ne l'a pas du tout vu venir. Vous savez, un KO, il intervient lorsque le coup n'a pas été perçu par l'adversaire. Donc vous allez être beaucoup plus endurant lorsque vous prenez un coup pleine tête, lorsque vous l'avez vu venir, que lorsque le coup arrive en dehors du champ de vision. Et donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé, puisque Benil Dariush avait Benoît Saint-Denis en clinch, il était concentré sur sa tête à lui, et n'a pas vu le coup circulaire qui est arrivé, surtout qui a tapé l'oreille, la tempe. Ça a fait un choc très très fort, c'est pour ça qu'il est tombé KO. Bien sûr, le coup à la fin n'était pas nécessaire, mais Benoît Saint-Denis, dans l'optique de finir le combat, il l'a terminé bien comme il faut, et ça, c'est totalement normal. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je suis quand même alors, je vais faire le rabat-joie, bien sûr. Je vais pas dire que je suis déçu de la performance. Bien sûr, ce qu'il a fait, c'est un statement. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage de ne pas avoir pu avoir de combat plus long pour tester Benoît Saint-Denis. Parce que là, il revenait d'une victoire donc incroyable, face au Brésilien des Fighting Nerds. J'ai perdu son nom, mais il revenait de cette victoire incroyable, par Ryan Arquetcho qui me semble au deuxième round. Et là, c'était un gros test pour lui quand même. Benil Dariush, c'est quelqu'un qui a du kilométrage, c'est quelqu'un qui a fait des guerres, qui a fait des très beaux combats. Et donc j'aurais bien aimé le voir se tester face à Benil Dariush pour passer l'étape au-dessus. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer l'étape au-dessus, bien sûr, puisqu'il a mis KO Benil Dariush en seulement 14 secondes, mais il n'a pas pu se tester face à un adversaire de ce calibre-là, qui était de son calibre à Benoît Saint-Denis. Ça fait beaucoup calibre. On n'est pas dans une émission d'armes à feu. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été plus intéressant pour moi, un KO par exemple deuxième round, ou une décision, ou quelque chose comme ça, mais avec une opposition totale. Parce que là, finalement, il sort de ce combat, il n'a pas pu se tester, il n'a pas pu mettre en exergue ce qu'il a travaillé sur son camp d'entraînement. Bien sûr, c'est du chipotage, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas déçu par la performance, je suis déçu pour la carrière de Benoît Saint-Denis. Je pense que ça aurait été vraiment plus prolifique pour lui, un combat avec un peu plus peut-être de difficulté, où il se teste face à Benil Dariush, puisque là, il va forcément sauter les étapes et prendre un adversaire qui est plutôt mieux classé que Benil normalement. Et donc là, il n'a pas pu se tester face à Dariush. Mais en tout cas,
Hormis ça, moi c'est ce que j'en pense, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi bien sûr, mais en tout cas ça reste un statement incroyable. Franchement, grosse victoire de Benoît Saint-Denis au Madison Square Garden. Le Madison Square Garden lui a réussi plutôt bien, puisque la dernière fois qu'il y a été, il avait mis KO Matt Frevola également sur le premier round, il me semble, avec un high kick foudroyant. Les amis, on passe au combat d'après. Combat d'après, Islam Makhachev, comme vous préférez, contre Jack Della Maddalena. C'était pour la ceinture des welterweight, pardon, donc moins de 77 kilos. Jack Della Maddalena était devenu champion après avoir battu Belal Mohamed. C'était en mai dernier, il me semble. Et donc Makhachev était champion des moins de 70 kilos. Il a changé de catégorie et monté, a laissé sa ceinture. Et c'est Ilia Topuria qui l'avait prise face à Charles Oliveira. Maintenant que vous avez le contexte, on peut parler du combat. Alors personnellement, sur ce combat, moi je ne m'étais pas trop pronostiqué, pardon. J'ai envie de dire, moi j'adore Makhachev, hein, je le trouve très complet, que ce soit sur sa lutte qui est incroyable, mais également son striking, hein, je vous rappelle, il met des soumissions, il met des KO, c'est vraiment incroyable. Très très gros combattant, un des meilleurs combattants au monde, si ce n'est le meilleur. Jack Della Maddalena, je ne le connaissais pas, hein, je le connais depuis quelques temps, hein, depuis qu'il avait mis son KO face à Gilbert Burns. Donc un combat qu'il perdait, qu'il gagne aux derniers instants. Néanmoins, il a fait une très belle prestation face à Belal Mohamed, mais Belal avait un game plan peut-être un peu bête, je suis désolé de le dire comme ça, mais Belal a une excellente lutte. Et donc c'est dommage de ne pas avoir voulu lutter face à Jack. Néanmoins, il a quand même essayé de lutter. Ça n'avait pas été très réussi. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ce combat-là, mais c'est quand même plutôt intéressant. Parce que du coup, dans l'optique où Della avait déjà affronté un excellent lutteur et l'avait battu en striking et ne s'était pas fait mettre au sol. Donc c'était plutôt intéressant de voir ça. Là, vous le savez sûrement, mais du coup, Makhachev a gagné ce combat à la décision. Il a emporté les 5 rounds. Donc, franchement, c'est quand même incroyable. Je ne me suis pas renseigné sur les scorecards. Hein, ça se trouve, il a perdu un round. Mais pour moi, en tout cas, il a pris les 5 rounds. Pour moi, ça serait, si je l'avais scoré, ça aurait été un 50-45. Hein. Il n'y a pas un round pour Jack pour ma part. Franchement, c'est un combat où j'ai noté à la fin, il y a 17 minutes 30 de contrôle sur un combat de 25 minutes. Et même le reste, donc les 8 minutes de striking, eh bien, c'est à l'avantage de Makhachev. Franchement, c'est un combat où Jack n'a pas vu le jour, il n'a pas trouvé les solutions, il ne savait pas quoi faire, que ce soit lui ou ses coachs. La méthode Habib, la méthode Islam a fonctionné, que ce soit sur le striking. Ce que j'ai noté pour résumer un peu, hein, c'est que Islam a quand même un très bon striking, des très bons low kicks qui sont arrivés très tôt dans le combat, qui a permis de saper la jambe de Jack. Et déjà au troisième round, le mollet était rouge. Forcément, quand vous êtes un boxeur, que vous n'avez qu'une jambe pour vous appuyer, vous êtes moins efficient sur les défenses de lutte, puisque vous devez avoir des bons appuis, mais vous êtes également très moins efficient sur l'anglaise, puisque la puissance part des jambes. Donc déjà ça, c'est la base, hein, quand vous affrontez un boxeur et que vous êtes que ce soit que vous êtes boxeur ou striker ou lutteur, dans tous les cas, ça paie les appuis, ça diminue la puissance, ça diminue les tentatives de défense de takedown, donc c'est très intéressant. Ça a été mis en exergue par la part de Makhachev, donc forcément ça a payé. Également un striking plutôt combiné, il utilisait pas mal de combinaisons. Il finissait en high kick, des gros middle, des gros low kick. Franchement, très intéressant le striking de Makhachev, des front kicks. Vraiment très varié et qui empêche Jack d'avancer, qui met des petits temps de pause à chaque fois. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Et puis après, côté lutte, moi je vous l'ai dit, hein, je suis plutôt striking, donc lutte, je ne vais pas connaître toutes les positions et tout. Mais on a quand même trouvé je pense que tout le monde s'est aperçu que voilà, forcément Makhachev était meilleur que Jack dans tous les domaines en grappling, que ce soit sur les tentatives de takedown. Il a fait des single leg, des double leg, des fois sans préparation, il arrivait, bam, il plongeait. Mais bon, c'était sans préparation, il y avait quand même le sens du timing, hein, il faisait pas ça n'importe comment. Mais vraiment très très intéressant. Des gros contrôles, des tentatives de soumission, que ce soit par Kimura, que ce soit par crucifix. C'est pas une soumission, mais c'est une prise de contrôle très très intéressante. Que ce soit par rear naked choke, donc étranglement arrière. Franchement, gros danger, que ce soit sur le striking de la part de Islam, mais surtout en termes de grappling. Gros contrôle, grosse pression, ce qui fatigue, étouffe Jack. C'est pour ça que à la fin, voilà, il était juste lessivé, il n'avait plus rien. On le voit à la fin au début du cinquième round, il essaye de mettre un peu de pression, sauf qu'il n'a plus d'appui sur sa jambe. Donc forcément, il arrive sur Islam, il essaye de taper, Islam se protège et bam,
Il attaque en takedown, je crois que c'est 20 secondes sur le cinquième round, et il arrive déjà à avoir cette position au sol parce que bah, Jack, voilà, il est fatigué, il a une jambe en moins, il en peut plus. Et donc vraiment travail de démolition au fur et à mesure de Makhachev, qui n'a pas été jusqu'à un finish, mais c'est quand même un combat très très intéressant. Franchement, voilà, de ce que j'ai noté, moi, c'était tout ce que j'ai noté, hein. Franchement, un super grappling de Islam avec une grosse pression, des grosses transitions, pas forcément énormément de dégâts, mais parce que Jack était quand même essayé tout le temps de bouger, de trouver la solution. Donc forcément, dès que vous essayez de chercher des dégâts, c'est-à-dire que vous ouvrez l'angle et donc vous pouvez permettre à votre adversaire, pardon, de s'échapper. Donc, mais il y avait quand même des dégâts. En tout cas, vraiment combat très très intéressant. Maintenant pour la suite, bah, forcément Makhachev, il est champion de la catégorie. On pourrait peut-être le voir face à un Belal Mohamed. Là, on va en parler de toute façon dans cet épisode, mais la catégorie des welter a énormément bougé. On a eu pas mal de combats. Donc c'était tout ce que j'avais à dire, hein, sur le combat de Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena. Grosse prestation, grosse performance de Islam Makhachev. On a hâte de le retrouver dans l'octogone, bien sûr. Maintenant, on va parler du combat de Shevchenko versus Zhang. Donc pareil, combat très très intéressant. Chem versus Chem. Zhang qui monte de catégorie pour aller chercher Shevchenko. C'est un détail qui a beaucoup d'importance puisque là, on a vraiment vu un gap physique. A l'inverse, quand on a eu la montée de catégorie de Islam envers Jack, bah, les deux gabarits ne m'ont pas paru choquants. Par contre, Shevchenko Zhang était bien plus. Ouais, elle avait un gabarit beaucoup plus petit que Shevchenko, ça se voyait. Et donc là, si vous voulez, tout ce que j'ai dit sur Islam, on peut quasiment le retranscrire sur Shevchenko. Ça a été une domination totale sur 5 rounds. Zhang n'a pas vu le jour, que ce soit sur le côté striking, sur le côté grappling. Sincèrement, ce combat, c'est quasiment la même chose que le combat de Makhachev contre Jack Della Maddalena, mais version femme. Franchement, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que Shevchenko, sur les périodes de striking, était meilleur que Zhang, était plus rapide, était plus vicieuse. Sur le grappling, elle avait beaucoup plus de pression, beaucoup plus de contrôle. Une très très grosse jambe arrière de Shevchenko, franchement, mais c'est des middle qui sont magnifiques. Shevchenko est gauchère, et franchement, son middle arrière là, mais il était incroyable. Elle était vraiment très opportuniste également. Dès que Zhang avait des excès un peu d'ego, elle voulait aller à la bagarre. Shevchenko, très intelligente, très calculatrice. Directement, elle cassait la distance et cassait l'action en essayant de faire du cage control, en essayant de faire du clinch pour vraiment, voilà, bah, empêcher Zhang de mettre en œuvre sa volonté d'attaquer et donc de casser le rythme. Forcément, c'est pas un combat qui est très entertainment, si je peux me permettre, parce qu'il y a beaucoup de contrôle, hein, comme sur Makhachev de Maddalena, mais c'est quand même très intéressant de voir un peu comment une champ a réussi à mettre en difficulté autant une autre champ. C'est-à-dire que là, vraiment, Zhang n'a pu rien faire, alors que Zhang, elle est très très forte. Et donc là, franchement, Shevchenko, bah, ça la tisse en haut, hein, des filles, des catégories féminines, puisque ce qu'elle a fait à Manon Fiorot, ce qu'elle a fait à Zhang, franchement, c'est incroyable. Shevchenko, les tentatives de takedown étaient toutes réussies. Enfin, je ne sais pas si elles étaient toutes réussies, mais en tout cas, celles qui étaient réussies étaient vraiment bien réussies. Elle profitait de timings spéciaux. Elle mettait des genoux en clinch, puis après, elle faisait des renversements, des crochets magnifiques, des crucifixes. Enfin, franchement, elle a fait vraiment elle a fait une masterclass, Shevchenko. Elle a vraiment fait une masterclass. Zhang, malheureusement, elle n'arrivait pas à trouver ce qu'il fallait faire. Ses coachs non plus. Franchement, Valentina, gros gros combat. Et qui va la tester maintenant? Sincèrement, qui va la tester? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Franchement, aucune idée. Peut-être chercher Nunes qui est à la retraite, je ne sais pas. Mais en tout cas, gros gros combat de la part de Shevchenko qui prouve encore une fois que c'est la meilleure combattante féminine, en tout cas actuellement, porte fan pound. Maintenant, on va parler du combat de Brady versus Moales, toujours en catégorie des welterweight. Brady qui avait battu Leon Edwards il y a quelques mois par un étranglement arrière ou un anaconda choke, enfin bref, une soumission, je ne m'en rappelle plus. Morales qui revient d'une victoire qu'il avait infligée à Burns il y a quelques mois également. Donc franchement, combat qui me hypait beaucoup. Brady, profil plutôt lutteur-grappleur. Morales, profil plutôt striker. On a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Moi, Morales, c'est quelqu'un qui me hype énormément. Déjà, il a une belle prestance, il a une très grande allonge, il a un beau gabarit pour la catégorie, il a des très grands segments, ce qui est très intéressant pour un striker, ce qui lui permet d'avoir une bonne allonge, des frappes lourdes avec une bonne allonge, enfin une bonne distance, il peut frapper de loin et avec beaucoup d'impact, donc ça c'est très intéressant. On a eu un KO au premier round, il me semble, donc franchement très très intéressant.
Le KO très brutal. On a vu Morales vraiment, que ce soit avec ses coudes, avec ses membres supérieurs, vraiment des frappes très lourdes, très sèches, où il met vraiment tout son corps dessus. Et donc, c'est-à-dire que même si Brady a les mains hautes et bloque, bah, je peux vous assurer que ces coups-là, ils résonnent dans votre tête. Donc, franchement, très grosse percussion de la part de Morales. Par contre, j'ai noté quelque chose de très très important qu'il va falloir faire attention, c'est les mains basses. Morales a les mains extrêmement basses de par le fait qu'il est très grand, c'est-à-dire qu'en plus Brady est plutôt petit pour la catégorie, Morales est plutôt grand, et donc du coup peut-être qu'il ne se sentait pas en danger, et donc ses mains étaient vraiment au niveau de ses pectoraux, je n'exagère pas, et même lorsqu'il attaquait, bah, ses mains étaient très basses, et donc il est fort probable qu'il se prenne à KO s'il ne règle pas ce problème par la suite. Donc ouais, il faut quand même faire très très attention à ce gros détail. Mais sinon, vraiment, un KO vraiment incroyable. Il met son cross du bras arrière, il me semble. Puis après, uppercut, très grosse percussion. Forcément, Brady il tombe et après, il le finit en ground and pound. Franchement, Morales, il était vicieux dans ce combat. Il voulait du mal à Brady. On l'a ressenti, même sur un coude. Il y a un moment, il a loupé un coude, mais incroyable. Franchement, incroyable. Brady, il n'a pas trouvé la solution dès le début du combat. Morales, il a instauré une très bonne pression. Donc forcément, on a envie de voir la suite de Morales, on a envie de voir la suite de Brady. En tout cas, la catégorie des welterweight, bah, franchement, elle bouge énormément, puisque là, on a eu beaucoup, beaucoup de combats. On va passer par la suite avec le combat de Leon Edwards versus Carlos Prates. Mais avant tout, les amis, on va parler quand même de notre interlude de cet épisode. Les amis, pour l'interlude d'aujourd'hui, on va se poser la question de quel est le meilleur combat de Islam Makhachev pour une ceinture. Tout d'abord, je vais faire le listing de ces combats. Comme ça, on est toujours dans le thème de la victoire de Makhachev contre Della Maddalena. Premier combat pour la ceinture, c'est Islam Makhachev sur la catégorie des lightweight face à Charles Oliveira, soumission round 2. Ensuite, on a les deux combats coup sur coup de Alexander Volkanovski. Donc, premier combat défense de ceinture, Islam Makhachev gagne. Deuxième combat, donc c'était sur une décision unanime par contre. Deuxième combat, Islam Makhachev défend sa ceinture encore une fois face à Alexander, mais cette fois-ci, il gagne au round 1 avec un magnifique high king. Troisième combat pour la ceinture, enfin du coup troisième défense, c'est le quatrième combat pour une ceinture, mais c'est la troisième défense. Islam Makhachev contre Dustin Poirier, soumission round 5. Et enfin pour la défense de ceinture sur la catégorie des lightweight, on avait Renato Moicano, soumission round 1. Pardon. Et là, du coup, forcément, décision unanime face à Jack Della Maddalena. Les amis, quel est votre combat préféré pour les combats de ceinture, pas seulement les défenses? Franchement, personnellement, le combat face à Charles était quand même incroyable parce que c'était encore l'époque où Charles était comment dire, quasiment à son apogée et pas grand monde voyait quand même Islam gagner. Tout le monde disait mais Charles il a quand même un sol de fou, sol incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement c'est Islam. Bon, après avoir quand même mis un crochet qui a fait tomber Charles, c'est quand même Islam qui arrive au sol et qui arrive à soumettre Charles Oliveira, ce qui était quand même incroyable. Ensuite, on a quand même le combat de Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Le premier combat, décision, donc 5 rounds de pure guerre, où il y a même des personnes qui ont donné Alexander gagnant. Vraiment une grosse, grosse guerre. Alexander Volkanovski qui arrive à faire tomber un moment Islam avec un Braya, il me semble, au corps. Après, il arrive sur du ground and pound sur le cinquième round. Enfin, franchement, combat incroyable. Mais Islam Makhachev fait taire tous ses détracteurs à la suite, puisque quelques mois plus tard, il reprend Volkanovski et le met KO avec un high kick, mais incroyable, qui arrive vraiment au sommet du crâne. Un peu comme Saladin Parnasse avait fait à Mirkeo, il me semble. Donc vraiment incroyable. Ensuite, combat de Islam Makhachev contre Dustin Poirier. De base, il devait y avoir la revanche avec Charles Oliveira, mais finalement, ça a été annulé. Et ça a été Dustin Poirier qui a été choisi. Soumission round 5 après une énorme guerre. Ensuite, on a eu le combat de Makhachev contre Moicano. Soumission round 1. Pas grand chose à dire. Moicano a remplacé parce que de base, c'était Tsarukyan. Ça aurait été un magnifique combat. Et là, bien sûr, décision unanime face à Jack Della Maddalena. Les amis, moi, je vais vous dire mon combat préféré. C'est face à Dustin Poirier. Sincèrement, je peux comprendre qu'il y ait d'autres choix, que ce soit par Charles, que ce soit Volkanovski. Je pense s'il y a un Volkanovski qu'il faut retenir, c'est plutôt le premier combat parce que c'était une vraie guerre. Mais personnellement, c'était Dustin Poirier parce que je n'attendais pas un niveau de Dustin Poirier aussi élevé
de lutte, de défense de lutte face à Makhachev. C'était vraiment incroyable. Moi, dans mon scénario, j'avais noté qu'il y avait 2-2 à la fin du quatrième round pour me hyper un peu plus, pour savoir qui allait gagner ce combat. Mais il était largement compréhensible que Islam Makhachev gagne les 3 premiers rounds, enfin gagne 3 rounds et que Dustin en est seulement un. Mais franchement, c'était un combat vraiment incroyable. Dustin avait une super anglaise, des bons coudes, un bon clinch. Il arrivait vraiment à mettre de la difficulté à Islam Makhachev. Et alors, ce dénouement final où Makhachev arrive à sortir de l'énergie de je ne sais pas où. Il y a sans doute Khabib qui lui a fait un gros orbe de caillots là, qui lui a donné de l'énergie parce que punaise, il arrive à tirer la jambe là, si vous vous souvenez. Il prend le talon, il tire, après il saute sur le dos de Dustin et il arrive à affliger un anaconda chaud, quelque chose comme ça. Là, en tout cas, une soumission incroyable. Cinquième round, vraiment combat de fou. Dustin, qui était son dernier combat vraiment challengeant. Il sortait de la victoire donc face à Benoît Saint-Denis. Puisque forcément, Max, c'était un combat incroyable, mais c'était pas. Enfin, comment dire, là, c'était vraiment la chance pour le titre, la dernière chance pour le titre. Et comme je vous ai dit, moi, je n'attendais vraiment pas un niveau, surtout sur la lutte, la défense de lutte de Dustin Poirier comme ça. Donc, franchement, combat incroyable. Personnellement, c'est mon combat préféré. Le combat que j'ai moins aimé, je dirais que c'est face à Renato Moicano, parce qu'il n'y a vraiment pas eu match tout court. Franchement, ça a été une soumission première round. Ça a été vraiment un lavage. Un lavage. Donc, forcément, c'est le combat que je préfère le moins. Mais ça a été juste une démolition. Et puis sinon aussi le KO face à Alexander Volkanovski était incroyable parce que tout le monde disait ouais Alexander il s'est fait voler nanani nanana. Makhachev il revient, il fait taire tout le monde avec un KO high kick premier round. Là il y a rien à dire. Pareil le combat face à Charles, le petit crochet avant là, bam. Après t'as Oliveira, il tombe sur les fesses et il arrive à le soumettre. Enfin franchement incroyable. Ce combattant c'est quelque chose. Hein. Islam Makhachev c'est vraiment quelque chose. Et donc là il vient de le prouver encore une fois ce samedi soir en battant Jack Dalla Maddalena. Les amis, on poursuit cet épisode de Fighters en parlant du combat de Leon Edwards versus Carlos Prates. Mais quel combat les amis, quel combat. On est toujours dans la catégorie des welterweight en moins de 77 kilos. Juste, donc il y a eu Brady Morales qui s'est fait, il y a eu également du coup Islam Jack Dalla Maddalena, et là il y a eu Leon Edwards contre Carlos Prates. Leon Edwards qui revient d'une défaite infligée par Sean Brady, qui s'est fait mettre KO par Morales ce samedi soir. Carlos Prates qui revient d'une victoire par coup de coude retourné qu'il avait infligé à Geoff Neal il y a quelques mois. Donc franchement, combat plutôt très très intéressant sur le papier. Et bah, je vous le dis, hein, ça a été également très intéressant en images. Gros premier round de la part de Edwards, c'est-à-dire qu'on sort du premier round et c'est une domination totale de Edwards, des énormes calf kicks. Hein. Moi je me suis dit, oula, Carlos Prates va falloir qu'il fasse attention parce que les calf kicks vont commencer à faire très mal. Un bon grappling également. Carlos Prates n'arrive pas à trouver de solution. Et Leon Edwards arrive à bloquer, à infliger des frappes. Un bon cage control avec quelques coups, plusieurs crochetages et des bons contrôles. Et également des menaces de soumission comme étranglement arrière ou Kimura. Donc en fait, quand on sort du premier round, Leon Edwards, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a infligé des frappes. Il a sapé un peu la jambe de Carlos Prates. Il a fait du cage control. Il a fatigué son adversaire. Bref, c'est un premier round académique, c'est tout ce qu'on veut pour gagner un combat. Sauf que le deuxième round, tout ne se passe pas comme prévu. Carlos Prates remise également avec des calf kicks, sauf qu'ils ont l'air beaucoup plus durs et méchants, puisque Leon Edwards a déjà mal à la jambe. Il a déjà mal à la jambe, hein, ça se voit, il grimace un peu. Donc déjà, si le combat aurait été un peu plus loin, je pense qu'il y aurait vraiment une fenêtre sur ces calf kicks de la part de Carlos Prates. Mais pas besoin d'aller plus loin puisque Carlos Prates met KO et Leon Edwards avec une feinte de bras avant. Il active un tout petit peu son bras avant. Il est gaucher donc il vient ouvrir avec le pied avant sur l'extérieur de la jambe de l'adversaire. Et il met son bras arrière qui touche vraiment la pointe du menton. Leon Edwards tombe. KO vraiment dramatique parce que celui-là il était vraiment chaud. On voit que Leon Edwards il est vraiment pas bien. Donc vraiment énorme KO de la part de Carlos Prates. Bras arrière en ligne qui met KO Leon Edwards. Franchement, enfin, que dire. Carlos Prates, que dire. Moi je kiffe ce mec. Déjà en dehors il est un peu marrant. Mais alors là, il sort du coup de coude retourné face à Geoff Neal. Là il met un énorme KO bras arrière. C'est un mec qui vient du Muay Thai. Enfin franchement, incroyable. Puis même le premier round, voilà, il passe un peu à côté. Leon Edwards arrive un peu à l'anesthésier. Mais sur le deuxième round, il revient avec des gros calf kicks. Tu vois qu'il fait vraiment mal. Et puis alors cette feinte de bras avant, bras arrière en ligne, décalage à droite. Franchement, rien à dire. C'est magnifique. Donc forcément, dommage pour Leon Edwards.
Là, franchement, ça commence à être dur pour lui, hein. Leon Edwards, il sort d'une soumission. Enfin, il a perdu à la décision face à Belal Mohamed. Ensuite, il perd sur une soumission face à Sean Brady. Maintenant, il perd par KO face à Carlos Prates. Ça commence à être dur. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la troisième défense de ceinture de Kamaru Usman. Face à Kamaru Usman. Mais enfin, la deuxième défense. Parce qu'il me semble qu'il y a eu le premier combat où il la prend. Et deuxième combat où il le bat. Et troisième combat où il le bat beaucoup plus franchement. Peut-être il y a eu juste deux combats. Franchement, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, ouais, c'est une petite descente aux enfers de la part de Leon Edwards. Donc c'est vraiment très dommage pour lui. Mais honneur au vainqueur. Franchement, Carlos Prates, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ensuite, donc on avait le premier combat on va quand même parler un peu de la suite de Carlos Prates. Parce que là, on est quand même sur la catégorie des welterweight. Carlos Prates, du coup, va gagner pas mal de places. Puisque Leon Edwards était seulement quatrième, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, il était plutôt haut dans le classement. Enfin, bas, chiffre bas, mais du coup, il était bien classé. Donc là, forcément, il va monter. À côté, on a Brady qui a perdu. Brady ne va pas rencontrer Leon Edwards puisqu'il l'avait battu, donc ça n'a aucun sens. Morales, je ne pense pas qu'il va prendre Carlos Prates parce qu'il y a quand même. Enfin, Morales est un peu plus bas dans le classement, donc je vois pas trop l'intérêt maintenant. Mais en tout cas, ça fera un combat de fou, ça c'est sûr, les amis, ça c'est sûr et certain. Donc franchement, la suite à voir. En tout cas, c'est une catégorie du coup qui a énormément bougé ce soir, puisqu'il nous reste encore un combat à parler. C'est le combat de Bonnie Cole versus Vieira. Combat très très intéressant. Bonnie Cole qui revient d'une défaite. Je sais pas ce que j'ai dit, hein, mais non, on va clôturer avec la catégorie des welterweight, puisque de toute façon Bonnie Cole c'est en middleweight. Donc franchement très intéressant. Carlos Prates, puisque là du coup on a Makachev qui est devenu champion, on a Jack qui va perdre une place, hein, qui va être premier de la catégorie, Leon Edwards qui va perdre une place, Brady qui va perdre une place, Morales qui va monter, Prates qui va monter. Donc forcément il reste encore un peu de monde. Hâte de voir ce qui va se passer dans cette catégorie. On va parler enfin du dernier combat de cette UFC Fighters, enfin de cette UFC New York qui est dans cet épisode de Fighters, avec le combat de Bonnie Cole versus Vieira. Bonnie Cole qui revient d'une défaite par TKO face à Rainer Derrider il y a quelques mois, et Vieira que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Vieira, mais du coup combat très intéressant. Donc là on est en middleweight, une catégorie au-dessus des welterweight. Globalement, ça a été une grosse domination de la part de Bonnie Cole sur l'ensemble du combat. Mais il y a quand même des choses à noter. Tout d'abord, j'ai noté que le striking de Bonnie Cole s'est quand même un peu amélioré, malgré le fait que je le trouve encore très très mou. C'est-à-dire qu'il y a encore des coups qui sont quand même un peu bizarres, qui manquent un peu de puissance, un peu d'explosivité, sans doute parce qu'il n'est pas assez assis sur ses jambes. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il frappe, enfin quasiment à chaque fois, il avance. C'est-à-dire son jab, il avance tout le temps. Son bras arrière, il avance tout le temps. Son bras arrière, il est pas tout le temps tendu. Des fois, il le balance. Il y a un angle un peu chelou vers le haut, il y a un angle un peu chelou vers le bas. Enfin, ça manque encore un peu de justesse, mais c'est normal, hein. Il est encore très jeune, notamment dans sa carrière professionnelle en MMA. Il vient de la lutte, donc franchement, il y a encore pas mal de choses à travailler. Mais par contre, superbe variété technique. C'est-à-dire qu'il utilise son bras avant, son bras arrière. C'est un gaucher, donc pareil, il fait un peu comme Carlos Prates. Il va chercher son bras arrière en décalant à droite, donc très intéressant. Il utilise des stop kicks, des middle, très bon middle, qui va lui conduire d'ailleurs jusqu'à son finish. Donc même si je trouve que son striking est un peu mou, il y a quand même de l'amélioration, donc c'est plutôt intéressant. Gros temps fort de Nickel sur le premier round avec un super slam, c'est-à-dire qu'il arrive à sonner Vieira, il le prend, c'est pas vraiment suplex parce que du coup il l'emmène pas vers l'arrière, mais il l'emmène sur le côté. Je sais pas si c'est vraiment un slam, hein, mais du coup en tout cas il lui fait vraiment un magnifique takedown. Ensuite bon ground and pound, il lui met quelques petites frappes et super coude en sortie de clinch qui ouvre Vieira d'ailleurs. Donc franchement très intéressant, ça on en parle quasiment de tous les épisodes, hein, les ruptures de contact, que ce soit en boxe anglaise ou même en MMA, hein. Surtout en MMA du coup j'ai envie de dire, parce que les coudes, il y a une beaucoup plus petite portée en boxe anglaise. Pour faire une rupture de contact ça va être uppercut ou crochet vraiment très court, sauf que là avec les coudes vous pouvez vraiment juste faire une petite esquive vers l'arrière, une petite impulsion, reculer et mettre le coude. Donc c'est vraiment très intéressant, pardon. Donc vraiment cool ce super coude qui ouvre l'adversaire. Donc forcément ça, quand tu es ouvert au premier round, ça commence un peu mal. Donc premier round bien sûr pour Bonnie Cole, deuxième round encore pour Bonnie Cole, mais même
encore plus, puisque là, Vieira commence à s'éteindre petit à petit. Il n'arrive vraiment pas à trouver de solution. Striking toujours varié, mais des petites fautes de placement qui peuvent coûter très cher. Ça, c'est vraiment ce que j'ai noté. C'est que des fois, il va frapper, il va pas toucher et il va être mal placé. Il va être un peu trop en arrière, un peu trop en avant, un peu trop sur le côté. Et ça, quand tu es contre un sniper, hein, voilà, je parle notamment de Nassourdine, hein, j'ai pas fait exprès, mais face même à des mecs qui sont très très forts en striking, bah ça coûtera très cher. Que ce soit sur. Par exemple, il y a pas mal de fois, il balance son bras arrière, souvent en ligne, en décalant à droite, mais très souvent, trop souvent. C'est-à-dire qu'un adversaire, il comprend ça, bah, il va décaler, il va te mettre l'high kick du côté, il va te mettre l'high kick jambe avant, par exemple, si c'est un droitier, et ça va faire très mal, quoi. Donc il y a vraiment des choses à faire, mais voilà, face à Vieira, ça passe et ça lui fait prendre confiance, et de toute façon, il s'améliore à chaque combat. Enfin, en tout cas, là, il s'est amélioré depuis son dernier combat, même si forcément Vieira, c'est pas le calibre de Reiner Derrida. Mais du coup, voilà, round 2, encore plus pour Bonnie Cole. Bon bras arrière de Nicole en ligne, belle variété de coups comme je l'ai dit. Troisième round, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il utilisait pas mal de middle, et bien là en fait c'est exactement quelque chose de très intéressant qu'il faut faire hein, lorsque vous pratiquez du middle, du Muay Thai ou même du MMA, c'est d'habituer l'adversaire à une certaine palette de coups et exploser sur un coup qu'il n'attendait pas. Je m'explique. Bonnie Cole, ce qu'il a fait là, c'est envoyer pas mal de middle et des middle qui font mal. C'est pas des middle de sap, c'est des middle qui font mal, qui font baisser la garde. Il n'a pas mis un seul high kick, il me semble. Ça se trouve, je me trompe. Mais pour moi, il n'a pas mis un seul high kick, ou en tout cas, il en a mis très peu par rapport au mid qu'il a envoyé. Ce qui l'a conduit au troisième round de mettre un high kick qui a éteint Vieira. S'il avait mis plusieurs high kicks, Vieira aurait pu s'attendre et aurait eu le temps de monter la garde. Sauf que là, il avait tellement l'habitude de prendre des middle et des middle qui font mal qu'il a directement baissé la garde dès que Bonnie Cole a fait lever sa jambe. Sauf qu'en fait, la trajectoire de sa jambe n'était pas un middle, mais était un high kick, ce qui a complètement laissé inerte Vieira. Donc ça très très intéressant. Ça marche également en boxe anglaise. Vous faites un jab ou vous faites bras arrière au corps, bras arrière au corps, bras arrière au corps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bam, vous explosez. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous cherchez bras arrière au corps. Bah là, vous faites une feinte de bras avant au corps et vous remontez avec un bras à la tête. Ou ça peut être jab au corps, jab au corps, jab au corps. Je feinte le jab au corps et je remonte avec le bras à la tête. Ça, c'est très, très, très intéressant parce que l'adversaire, au bout d'un moment, il en a marre de se prendre des coups au corps. Il va forcément baisser un tout petit peu la garde, un tout petit peu. Mais ça suffit parce que sur la feinte, la garde, elle est un peu baissée et là, pam, vous explosez avec un coup. Donc vraiment très très intéressant. Là, ça a été exactement le même registre. Il a appâté sur des middle, middle, middle et il a explosé sur un high kick, ce qui fait un énorme statement parce que le combat était cool, mais on sentait qu'il y avait moyen de faire mieux. Et donc franchement, ce KO, c'est un énorme highlight de la part de Bonnie Cole. Ça fait une très belle performance, ça fait également un bonus. Donc franchement, très très intéressant, cool pour Bonnie Cole, puisque ça lui permet vraiment de se relancer. Ça va également lui permettre de prendre un peu plus, comment dire, de confiance en lui. Donc franchement, très très intéressant. En tout cas, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, mais cette UFC 322 au Madison Square Garden était incroyable. Pour moi, c'est la meilleure, voire une des meilleures cartes de l'année, entre Nicole Vieira, Benoît Saint-Denis Dariush, Léon Edwards Prates, Brady Morales. Enfin là, on a eu un enchaînement, les amis, de Nikal jusqu'à Morales qui était incroyable. Je ne compte pas Shevchenko et Zhang et Makachev de la Maddalena parce que c'est quand même des combats qui sont longs. C'est deux combats de 25 minutes avec beaucoup de contrôle. Je pense que ces combats vont pas forcément plaire à tout le monde. C'est des combats qui sont un peu soporifiques, hein, on va pas se le cacher. Quand il y a 17 minutes de contrôle dans un combat, les amis, forcément, c'est pas les combats les plus exceptionnels. Mais quand on remet en perspective le fait que c'est que des cracks, que c'est les meilleurs de la planète et que t'as un mec ou une meuf qui arrive à vraiment instaurer une telle domination, bah là ça force le respect. Hein. C'est comme Ramzat face à Dricus, c'est des dominations qui. Ça aurait été un combat forcément pas classé. Moi, je t'aurais dit ouais, c'est un peu chiant, mais là quand on met en perspective ce que les adversaires ont fait respectivement dans leur carrière, bah forcément, pardon, c'est vraiment incroyable. Donc ça a été deux combats pour le titre vraiment, vraiment fou. En plus de cela, le 7 décembre, il y a une autre carte UFC où là, on va retrouver également des combats très très intéressants. Cette fois-ci, ça va être des combats plutôt dans les catégories basses. On va avoir Merab Dvalishvili qui va combattre face à face à Petroyan. Donc ça va être incroyable, franchement vraiment incroyable. On va également avoir le combat de Brandon Moreno contre Tatsuro Taira.
Ouais, c'est ça, Tatsuro Taira, il me semble, hein. On va avoir Faresiam contre Nazim Sadikov. Enfin, franchement, on va avoir une carte de fou malade, les amis, hein. Une carte de fou malade. Hâte, hâte de voir ça, les amis. Et avant ça, il y a quand même la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 22 novembre, on va avoir Arman Saroukian contre Dan Hooker. Franchement, combat vraiment très très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Puisque Arman Saroukian, bon, bah, du coup, là, c'est en lightweight, il me semble. Devait prendre de base Islam Makhachev. Finalement, il ne l'a pas pris puisqu'il s'est blessé. En tout cas, très très intéressant, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cet épisode de Fighters. Je l'ai dit en début d'épisode, hein, mais si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note, à en parler à vos amis, à vos familles qui aiment les sports de combat. Et on essaye de faire grandir ce podcast petit à petit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée. Hein, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.